Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir Nadia. Un petit vibrato pour oui. Oh, s'il vous plaît. Et pour votre public, Guillaume Roquette. Bonsoir. Il y a eu un pling ma mère à côté de vous, Guillaume Roquette. Ce soir, nous vous proposons de revenir sur les faits d'actualité marquants de cette rentrée, avec les meilleurs échanges de l'émission sur des questions brûlantes, Proche-Orient et migrants. Mais tout d'abord, revoyons quelques personnalités fortes de l'émission. Isabelle Autissier, Mehdi et Badrou, du Bondi Blog. Et on commence par Pierre Rabhi, je sais que vous l'aimez, ce paysan mystique, ce chantre de la sobriété heureuse. C'est parti. Pierre Rabhi, qu'est-ce que vous avez de plus, par exemple, que Nicolas Hulot? Est-ce que ce serait l'exemplarité ou le fait que vous avez les mains dans la terre, au sens littéral du terme? C'est-à-dire que vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites? Ou vous vivez ce que vous dites? Disons, ma conviction en tant qu'écologiste, c'est beaucoup affirmé dans l'action, bien entendu. J'ai essayé quand même de dire et de faire, et de faire et de dire. C'est de façon à ce qu'il n'y ait pas d'un côté simplement un monde théorique de concepts généraux et de l'autre côté qu'un monde matériel sans explication et sans définir ce que signifie aujourd'hui l'agriculture écologique ou l'écologie. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour sauver la planète, Pierre Rabhi, pour empêcher la déforestation? Vous savez, dans tout phénomène, il est trop tard. L'enfant qui vient de mourir de faim, c'est trop tard pour lui. Et puis, il est toujours temps. On est placé dans ce dilemme où finalement, beaucoup de choses ont déjà été trop tard, si vous voulez, dans la phase trop tard. Mais à la fois, il reste aussi à faire beaucoup. Et le tout, c'est de ne pas se bloquer et continuer. Une agroécologie, une éthique de vie, qu'est-ce que c'est? C'est le bio, l'agroécologie? C'est quoi? Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est enfin les êtres humains prennent conscience qu'ils ont un lien direct avec la vie et qu'ils ne peuvent pas vivre sans la vie. Il y a juste quelques jours, une femme est venue faire une enquête sur l'eau. Ouais. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Donc vous faites une enquête sur vous-même. Oui, c'est vrai. Néanmoins, est-ce qu'avec l'agroécologie et cette éthique de vie qu'elle entraîne, on nourrira 9 milliards d'individus sur Terre? Est-ce qu'il ne faudra pas en passer, malheureusement, par une agriculture à plus grande échelle? Non, je ne suis pas d'accord. Vous récusez absolument l'agrobusiness? Absolument, parce qu'il y a une énergie humaine fantastique. En Afrique, c'est l'énergie humaine, mais elle est considérable, cette énergie humaine. Et la culture massive, c'est-à-dire celle qui prétend, avec la quantité, résoudre le problème de la faim, elle détruit plus qu'elle ne produit. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle produit massivement, elle détruit les sols, elle détruit la vie, elle détruit tout cela. Donc il faut au contraire remobiliser l'énergie humaine et revenir, qui est abondante, et revenir à des principes maîtrisés par les communautés elles-mêmes. En plus, l'agriculture biologique a l'avantage quand même de produire des denrées de qualité, parce que le sol est vivant, et on détruit les sols. On fait pousser des plantes sur des sols morts, et ensuite les plantes poussent, elles sont malades, on va chercher les pesticides, et puis nous avalons ces produits toxiques. Ces produits toxiques, à tel point que la nourriture aujourd'hui, comme disait un ami, quand on se met à table, il faut se souhaiter non pas bon appétit, mais bonne chance. Vous êtes la première à le dire, la maison brûle. Vous dites, si on continue comme ça, en 2050, il n'y aura plus de poissons dans les océans. Vous êtes bien placé pour savoir de quoi vous parlez. Est-ce qu'on peut se contenter juste de militer? Est-ce que l'action, la vraie? C'est pas le moment de l'entreprendre. C'est bien qu'il y ait les deux, mais l'action auprès, par exemple, des organismes internationaux, auprès des gouvernements, on se bat sur la pêche profonde, par exemple. Et là, on se bat à Bruxelles. Alors, c'est vrai que c'est pas très démonstratif. Mais vous n'avez pas été... Alors, on a quand même, par exemple, réussi à amener Intermarché à la table des négociations, à leur faire adopter un certain nombre de codes de bonne conduite, puis on va continuer, on les lâche pas. Je veux dire, nous, quand on plante les crocs dedans, on les plante vraiment, on les lâche pas. Et c'est vrai que c'est sur du juridique, c'est vrai que c'est sur changer les entreprises, qu'elles se bougent vraiment. Et changer les gouvernements aussi, c'est vrai que c'est changer les politiques. Changer les politiques gouvernementales, c'est changer les lois à l'Europe. Donc tout ça, c'est du concret, mais j'allais dire, c'est pas... Isabelle Autissier, c'est pas exotique. Est-ce que vous trouvez que la France a joué le jeu et a été formidable sur le plan environnemental quand elle a bloqué, en 2014, à Bruxelles, l'interdiction qui était possible du chalutage en eau profonde? C'est la France qui a fait capoter le truc. La France a été absolument déplorable. Lamentable. Et absolument lamentable. Et c'est pas fini. Il y a encore des discussions à Bruxelles. Et nous, on souhaite qu'il y ait au minimum que la France s'engage sur ne pas aller au-delà de 600 mètres de profondeur.
Hein, c'est en plus que à peu près les scientifiques disent qu'il est à peu près intéressant de mettre en œuvre. Donc on se bat avec les ministères pour que la France change de position. Non, pardon, ça a l'air technique, mais quand on parle de chalutage en eau profonde, on parle de magma de poissons, ce qu'on veut pêcher, ce qu'on ne veut pas pêcher, tous jetés en vrac et qu'on rejette à la mer quand on n'en veut pas. C'est une boucherie et ça massacre absolument tout ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est vrai à n'importe quelle profondeur, mais par contre, les écosystèmes profonds sont beaucoup plus fragiles et sont extrêmement intéressants. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais y compris sur les questions de réchauffement climatique, il y a une influence importante des écosystèmes des grands fonds. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet, et puis ils sont très, très, très fragiles. À quel moment cessez-vous d'être, sinon bisounours, du moins quelqu'un qui croit pouvoir convaincre les responsables, et à quel moment faut-il partir en dissidence réellement et violemment ? Alors, ce qui est bisounours, c'est de croire qu'il suffit de faire une chose pour que ça change. Et qu'il suffit qu'un politique ou qui que ce soit émette une opinion pour que ça y est, tout soit réglé. C'est un combat qui va être permanent. Et quand on s'engage dans ce genre de propos... Je vous demande pardon, que valent ces gens qui nous gouvernent, qui seront à la COP21 ? Que valent-ils ? C'est nous qui les élisons, donc ils valent pour les messages qu'on arrive à leur faire passer, et ils valent pour... ce qu'on les oblige à défendre. C'est nous qui sommes derrière. Donc c'est à nous de nous engager. Si on veut qu'à la COP21, on arrive à quelque chose d'à peu près plausible... La conférence environnementale qui arrive... Voilà. Il faut que nous, les citoyens, nous, les ONG, nous, les villes dans le monde, nous, on se mobilise. Là où on n'est pas bisounours, c'est qu'on ne dit pas la COP21, ça va être le coup de baguette magique et à partir de là, tout ira bien. Ce qu'on dit, c'est que essayons de pousser de toutes nos forces pour avoir le meilleur accord possible. Mais après, c'est que le début, et on va continuer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, mais on va continuer, parce qu'il le faut. Vous cherchez l'universalité, en tout cas par rapport à, dans le cas de ce roman Un amour impossible, à trouver une universalité dans l'expression de ce que peut avoir de très complexe un amour mère-fille. En effet, c'est l'amour qu'on a pour sa mère. Voilà, c'est un sujet, en général, un sujet tellement évident que... Oui, on a tous une mère. Voilà, ok. Comme on a tous un père, vous le dites. Voilà, et c'est réglé et on n'en parle pas. Et non, en fait, ça n'a rien d'évident. Et puis, non, parce qu'il y a une évolution. Cet amour-là a une histoire. L'humiliation, la domination, la déshumanisation, l'objectivation de l'autre, c'est au cœur du livre. Et là, pour le coup, c'est un roman social, ou en tout cas un roman politique, ou en tout cas un roman qui porte un vrai regard sur les différences sociales qu'on ne peut pas franchir et abolir. Oui, et je pense que ça, on peut être enseigné justement si on part du sentiment et des sentiments et qu'on voit à quel point ça se rencontre à cet endroit-là. Quand on vit une histoire d'amour, on se dit c'est formidable, je suis dans une oasis et je suis protégée du monde, de la violence, etc. Pas du tout, pas du tout. Et l'amour pour la mère, oasis s'il en est, qui paraît intouchable, ne l'est pas non plus protégé de ça. Nadia va vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Oui, c'était au moment de ce qu'on avait appelé la fillette à la banane. C'était cette gosse de 11 ans qui avait traité Christiane Taubira de guenon. Et la garde des Sceaux avait réagi en s'étonnant qu'aucune belle et haute voix ne se soit élevée pour dénoncer ça, pour dire que c'était dégueulasse. Et c'est à cette phrase que vous aviez répondu dans Libé avec ces mots. Nous n'avons rien dit parce que nous ne savons pas comment faire. Nous ne trouvons pas les mots pour expliquer la terreur qui nous saisit à la gorge, la peine radicale, une tristesse qui touche le fond. Ça, c'est en novembre 2013. Et puis depuis, des expressions de racisme, des enfants à la banane, de l'antisémitisme, il y en a eu plein. Et puis toujours pas de voix belle et haute. Pourquoi cette aphasie? Pourquoi est-ce qu'elle dure, cette aphasie que vous décriviez dans cette lettre? C'est devenu, dans un sens presque plus compliqué, parce que le relais a été pris à l'intérieur des groupes politiques. C'est-à-dire que là, par exemple, prenons l'affaire Nadine Morano avec Race Blanche. Bon, Sarkozy vient d'appliquer la technique que Marine Le Pen elle-même a utilisée contre son père. Hein? Bon, voilà, c'est la même technique. C'est pareil. Donc, à l'intérieur d'une même parole, on nous fait le pour et le contre. Personne ne tombe des nues. Personne. Sauf qu'on nous dit « Ah là là, va des rétro Satanas, tu es exclu, etc. » Mais juste pour comprendre, les écrivains, les artistes ne peuvent plus, ils n'ont plus aujourd'hui le devoir de... Quelle est leur responsabilité? Ça ne peut pas se faire comme ça, tout seul. Voilà, là, je ne sais même pas si c'est... Qu'est-ce qu'on va faire, là? La fille, elle est exclue, de toute façon. Bon, alors donc, on a une virginité, là, soi-disant, qui se refait... La virginité se refait tout le temps. Donc,
là, en effet, on est... Quoi dire? Il y a un truc qui est empêché, mais on va trouver. On va trouver, ça je vous le dis. Voilà. Voilà une bonne nouvelle. On va trouver. Mais bien sûr. Alors là, le regard est un regard sur un événement tragique, l'immolation d'un chômeur qui était venu en France, un Algérien, qui était venu en France pour trouver l'amour, pour vivre l'amour et pour trouver un travail, pour vivre ce travail pleinement, et qui s'est immolé devant Pôle emploi. Ça a été un fait divers, tout le monde a été choqué, puis tout le monde a oublié. Pourquoi pas vous? Pourquoi n'avez-vous pas oublié? Je pense qu'on n'a pas oublié quand on a entendu sur France Culture la voix de sa femme. Et la voix de sa femme, qui s'appelle Nicole, c'était une voix très puissante, assez douce à la fois, donc c'était assez étrange. Et elle racontait l'horreur, elle racontait comment son mari était parti ce matin-là pour s'immoler. Et quand on a entendu sa voix, elle est restée en nous. Moi, j'ai trouvé que dans votre livre, en fait, ce que ça racontait, c'est combien ce pays était abîmé par 3 décennies de chômage. À travers votre personnage, où finalement, on visite un pays qui est le nôtre, qui est un pays dingue, abîmé, vraiment en profondeur, quoi. Ces chômeurs que l'on qualifie, c'est toute cette population-là. C'est statistique aussi. Hein. C'est que l'on qualifie par des statistiques à chaque fin de mois. On les regarde en fait toujours de loin. On cherche, on les considère comme, on les considère sans vraiment chercher à les regarder comme des invisibles qu'il faut continuer de dominer parce que nous, on est bien installés. Donc, il faut les regarder, mais... Le Bondi Blog, ça a été une initiative, au départ, c'était un Suisse, d'ailleurs, qui a voulu donner la parole, toutes les paroles possibles et imaginables, à des jeunes gens comme vous, à la suite des émeutes qu'il y a eu dans les cités en 2005. Et puis le Bondi Blog, a proliféré, s'est ramifié. Vous êtes issus de ce projet absolument incroyable. Comment vous voyez, 10 ans plus tard, ce qui s'est passé dans les banlieues et le regard qu'on porte surtout sur les émeutes de banlieue? Je pense que ce qui reste des émeutes, c'est le Bondi Blog. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune mesure. Oui, mais c'est... Oui. Il n'y a rien eu. Après les émeutes, pourtant, on a vu des gens énervés, on a vu des gens en colère qui exprimaient une volonté, qui exprimaient des rêves, qui exprimaient des agacements, etc. Des frustrations aussi. Le bilan, c'est 0 pour vous? Le bilan, c'est 0. Mais ça a toujours été 0, c'est-à-dire que... c'est encore pire que 0 d'ailleurs, c'est moins. Oui, c'est moins. C'est négatif. On a reculé. On recule, j'ai l'impression que... On recule dans l'éducation, on recule dans la culture, on recule dans... Ça s'aggrave encore plus. Ça fait 5 fois que vous allez dans ce camp qui est pas loin d'Erbil, où des Syriens sont 13 000, des adultes et des enfants, et il y a une vingtaine de jeunes adolescents qui ont entre 11 ans et 15 ans, et vous leur avez apporté un jour des appareils photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic, pardon? L'idée quand j'ai dit que dans un camp de réfugiés, certes, il y a de quoi pour nourrir les gens ou des tentes, mais le problème, c'est l'éducation des enfants. Et pour moi, c'est plus important d'aider une famille à éduquer leurs enfants. Et le seul moyen, c'était de montrer, même s'ils sont 20 enfants, mais qu'aujourd'hui, ils sont les reporters de camp. Et ils sont partout dans le camp, ils sont connus de tous les gens de ce camp, ils photographient constamment. Et c'est ça que, pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée à tout ce que je fais, mais aussi à montrer dans le monde. Regardez comment c'est la vie dans un camp. Oui. Reza, vous êtes un optimiste invétéré, parfois on vous le reproche. On peut être heureux quand on est un enfant dans un camp de réfugiés, parce qu'on photographie, parce qu'au fond tout devient un jeu, parce qu'on est en train de photographier. Une mère d'une de ses enfants, il est venu me voir en disant « Je voudrais vous remercier parce que vous avez emmené le sourire dans le camp ». Et pour moi, c'était le summum de récompense, comme on dit dans le métier. Donc, certes, un enfant, il ne comprend pas ce qui se passe. Un enfant, dans le camp de réfugiés ou quand il quitte sa maison, c'est le paradis perdu. Oui. Il y a une fille, une jeune fille, petite fille, Maya, qui a fait une photo qu'on va voir dans un instant. J'aimerais que vous nous racontiez cette photo. Je dis à tous ces enfants que ce n'est pas que je veux vous apprendre la photographie, je vous ai emmené un outil que vous pouvez montrer au monde entier ce que vous vivez et qu'est-ce qui se passe. Et que cet appareil, ça parle toutes les langues du monde universel. Et Maya a voulu faire partie de ça et je donnais un appareil, mais le lendemain, elle était très en retard pour le cours. Et quand elle est arrivée, j'étais un peu fâché pour être... je suis un peu autoritaire dans mes cours. Ah bon? Fais attention. Et
J'ai demandé pourquoi tu es en retard et elle m'a montré son appareil avec la photo, les premières photos qu'elle avait fait en disant regardez, j'étais en retard parce que mes chaussures étaient gelées et que j'ai dû attendre le dégel. Et la photo est magnifique. Incroyable. Effectivement, une nature morte. Claude. Cette môme Maya, donc 14 ans aujourd'hui, quel est son avenir? Vous imagineriez pouvoir la faire venir ici? Vous la voyez où dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous imaginez? Ce que j'essaye de faire, que ce soit avec eux ou avant en Afghanistan ou d'autres endroits que j'ai fait, c'est vraiment donner les moyens et la possibilité en disant restez chez vous, mais je vais vous apprendre un métier de l'avenir, parce que le métier de l'image, on sait que c'est important, surtout pour eux, ou communication. C'est ça que j'essaye de faire, de leur donner des moyens, de regarder. Pour devenir autonome. Tu deviens autonome, tu vas apprendre un métier qui n'existait pas et que ça va être utile dans la vie. Et pardon Reza, mais ils ne vous disent pas, mais emmène-nous en France, parce que la France nous fait rêver, que nous, on vit dans la boue, dans un camp de réfugiés. À vrai dire, il n'y a pas une note de désespoir quand même? Non, leur envie vraiment, c'est de retourner chez eux. Oui. On poursuit ce best-of avec 2 dossiers qui ont dominé l'actualité depuis la rentrée, la Syrie et la crise migratoire. Vous en souvenez, Guillaume, et vous aussi évidemment, Nadia. Dans un de nos débats sur les migrants, Daniel Cohn-Bendit nous avait particulièrement marqué puisqu'il encourageait la France, comme l'Allemagne, à accueillir des réfugiés. Il a même prévu qu'il serait, à terme, d'ici quelques années, sans doute, des millions. On regarde. Moi, je veux qu'on discute de ce qu'on va faire parce qu'il y a des millions de réfugiés, ce n'est pas des migrants. Il y a des réfugiés qui vont venir, qui viennent en Europe. Alors d'abord, on discute ça. Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on les accueille et qu'on dit bien soyez les bienvenus ou on ne le fait pas? Vous dites qu'il y a des millions de réfugiés qui vont venir. Oui. Oui. On n'en est qu'au début. Oui, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Vous connaissez ça? Ouais, mais oui, mais enfin, écoutez, moi je ne peux plus entendre, par exemple, en France, la phrase de Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais il y a une suite à cette phrase. Elle doit prendre sa part. Eh bien, moi, je veux discuter de la part. Vous avez un pays qui a été absolument bouleversé par les médias. C'est les médias et les citoyens. L'Allemagne, vous parlez de l'Allemagne. Je crois que dans la décision inédite de l'Allemagne, et qu'aucun pays n'a suivi, parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est que Mme Merkel a dit le cas des Syriens est tout à fait particulier, ils sont soumis à un exode, et donc maintenant on va étudier les demandes d'asile des Syriens, même si le premier pays d'arrivée en Europe pour eux n'est pas l'Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas renvoyés systématiquement dans le premier pays. Donc ça c'est inédit, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'entends quelques responsables politiques français qui trouvent que Mme Merkel a raison, mais la France n'a absolument pas suivi la décision. Daniel Cohn-Bendit nous dit qu'il y a des millions qui vont arriver. Est-ce qu'il n'est pas légitime que les gens s'inquiètent en disant mais combien on va devoir en accueillir? Quand est-ce que ça s'arrêtera? Oui, alors d'une part, effectivement, cette question-là, on peut se la poser, mais la France, les pays européens sont quand même parmi les pays les plus riches du monde et je pense qu'ils peuvent accueillir 200 000 demandeurs d'asile sur leur territoire. Dans chaque pays? Dans chaque pays européen, vraisemblablement. En France, je pense qu'il faut que la politique d'asile et d'immigration s'affranchissent de l'opinion publique. L'opinion publique a été le moteur de la politique migratoire depuis 20 ans, 25 ans aujourd'hui, et c'est une mauvaise politique. On le voit, on est dans le court-termisme, on est dans la théâtralisation de la fermeture des frontières, et tout ça, ça ne mène à rien en réalité. Donc si on affirme les principes auxquels on a souscrit, on est signataire de la Convention de Genève. C'est un peu antidémocratique quand même, donc, de dire ne demandons pas leur avis aux populations. Oui, mais on fabrique aussi ces opinions publiques d'une certaine façon. On a le Front National, mais on n'est pas obligé de s'aligner tous les jours sur la politique du Front National pour définir la politique d'immigration. Ce qui était quand même largement le cas dans beaucoup de politiques. Le Front National donne le tempo aujourd'hui. Voilà, la frilosité. Bien sûr, on est localisé jusqu'à tous les politiques. On ne sait pas. Moi, je suis sûr que si vous faites une politique, si on explique bien, eh bien, il y a plus de 50% des Français qui disent oui, on doit les accueillir comme les Allemands. Les Français ne sont pas moins humanistes que les Allemands. Je suis d'ailleurs assez perplexe devant les déclarations des autorités allemandes. Monsieur Sigmar Gabriel lui-même, il y a quelques jours, avait déclaré que l'Allemagne était disposée à recevoir 500 000 immigrés par an pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il nous dit qu'à 800 000 ou 1 million, il ne peut plus. Alors, je suis
totalement sans voix devant ce revirement que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Mme Merkel a manqué de professionnalisme, d'une certaine façon, en disant bienvenue aux réfugiés, pour quelques jours plus tard dire finalement non, on ferme les portes parce qu'on n'y arrive pas? C'est un manque de préparation ou c'est juste une étape? C'est un manque d'Europe. Madame Merkel, elle a fait son devoir. Les réfugiés, ça s'accueille, c'est une obligation. Même l'ONU dit qu'on ne peut pas les refuser. Donc c'est pour ça que je dis aussi que les autres pays auront un jour à faire face à ces afflux de réfugiés parce qu'on ne peut pas les retourner directement. Et ce qu'elle dit indirectement, c'est il va falloir qu'on pose la question de manière européenne parce qu'il faut qu'on accueille ces gens. Moi, à l'Allemagne, je suis prête à en accueillir beaucoup. Mais il faut que les autres fassent le travail pour qu'on n'ait pas en effet un nœud, un boulet à la frontière austro-bavaroise. La situation de l'Allemagne est assez comparable à celle de la Hongrie et il ne faut pas exagérer le sens de l'expression mur ou barrage ou fermeture. Les frontières ne sont pas fermées. Elles ne sont pas plus fermées entre l'Autriche et l'Allemagne qu'elles ne sont fermées entre la Serbie et la Hongrie. Les décisions qui ont été prises sont des décisions qui visent à ordonner le flux des migrants et éviter ce flux incontrôlé de gens qu'on ne peut plus retrouver. Il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé et pourtant c'est une sorte de non-dit criant, je dirais même assourdissant, c'est le mot islam. Absolument. Nadia. Oui, il y a effectivement une dimension identitaire et religieuse dans ce débat qui divise les pays européens. Le point commun tout de même entre ces pays de l'Est qui refusent les quotas, qui érigent des murs, c'est que leurs dirigeants, leurs politiques et parfois la population expriment assez ouvertement une hostilité à l'islam et assimilent systématiquement les réfugiés à leur religion supposée quand ils ne les voient pas comme des terroristes en puissance, tout simplement. On peut rappeler plusieurs choses. On peut rappeler que fin août, la Slovaquie a annoncé qu'elle accepterait des réfugiés syriens à la condition qu'ils soient chrétiens. Dans les manifestations anti-réfugiés qu'on a vues ce week-end à Varsovie, à Budapest, on distinguait très clairement des banderoles. L'islam, c'est la mort de l'Europe. Pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le problème, c'est que les réfugiés menacent les racines chrétiennes de l'Europe. Comment est-ce qu'on fait pour mettre d'accord des pays qui ont un rapport aussi différent à l'identité, à la religion et surtout à l'islam? C'est ce que j'allais dire. Une partie de la réponse, pourquoi beaucoup ne demandent pas la France, c'est que la France a une réputation, en dehors de ses frontières, de laïcité. Le problème des religions, de la laïcité, des chrétiens, des musulmans est un faux problème. Le problème, c'est la quantité de migrants qui arrivent comporte un effet de seuil qui bouleverse tout ce qu'on pouvait raisonnablement pensé jusqu'à maintenant. Je comprends très bien que des populations, je veux dire, c'est toujours à la surface évidemment, soient perturbées, craignent quelque chose, mais il y a un noyau dur en Allemagne qui soutient quand même l'idée que cette immigration ne pose pas un problème d'identité nationale, parce que c'est là que se joue le vrai clivage. Depuis quelques années, l'Allemagne est le deuxième pays derrière les États-Unis, selon les chiffres de l'OCDE, à attirer des migrants. Là, je mets tout le monde... Tout confondu. Enfin, tout confondu. Je ne parle pas des réfugiés en particulier. Réfugiés, exactement. L'Allemagne est une terre de migration. L'Allemagne est un pays qui a changé considérablement, qui a une diversité extraordinaire. Ce n'est pas seulement celle de la Mannschaft. On peut prendre le gouvernement également pour exemple, ou au moins le gouvernement précédent. Enfin, je veux dire, il y a une diversité allemande qui est extraordinaire. Elle l'a imposée à son parti avant Noël. Le parti n'était pas tout à fait d'accord. Cette idée de terre d'immigration. Et il y a donc une certaine continuité dans sa pensée, y compris aussi l'article 1 de la Constitution, la dignité de l'être humain. Je vais quand même dire une chose sur Angela Merkel. Elle a dit, elle a eu une réponse humanitaire. Il faut la prouver là-dessus. Mais au-delà, elle a eu une réponse qui était identitaire, dans les deux sens. Qui sont ces gens? Est-ce que ce sont des victimes ou des menaces? Elle nous a rappelé que c'était des victimes. Et le débat s'organise aussi à partir de cela. Et deuxièmement, qui sommes-nous, nous? Est-ce que les Européens, nous sommes Lampedusa? Nous sommes Kos, Lesbos, c'est-à-dire une petite île pauvre et débordée? Ou est-ce que nous sommes l'Allemagne? C'est-à-dire un vaste espace riche, pour qui c'est un défi considérable, aussi considérable que la réunification, a-t-elle dit, mais qui peut y arriver, même si ça va créer beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, ceux qui quittent le Liban, la Turquie, la Jordanie, à travers le voyage périlleux qu'ils font pour arriver à Kos et à Lesbos, c'est parce qu'il n'y a
pas d'espoir de retourner rapidement dans leur pays, et c'est parce que les programmes humanitaires ne sont pas financés, 41% seulement des besoins. Pourquoi et parce que les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, les pays du Golfe ne font pas suffisamment pour épauler le Liban qui accueille sur son sol un tiers de sa population, la Turquie 1 800 000 réfugiés, c'est le plus. Et bien sûr. C'est en train d'affecter aussi l'équilibre même de l'Europe, qui a rarement été aussi fracturé sur ses principes mêmes. La grande angoisse des dirigeants européens, c'est de maintenir ces réfugiés syriens en Jordanie, au Liban. Est-ce que nous pouvons y arriver? Qu'est-ce que nous pouvons donner à la Jordanie, au Liban, aux réfugiés pour qu'ils restent là-bas et ne risquent pas leur vie pour venir chez nous, puisque, paraît-il, nous n'en voulons pas? Ça représente une infime portion. Les migrants qui veulent arriver en Europe, c'est rien par rapport à la capacité de l'Europe pour accueillir. Ça, il faut bien se le dire. C'est 0,01%. Oui, c'est ridicule, vraiment. C'est ridicule. Et ce ridicule-là est capable de faire exploser l'Europe. La manière dont c'est géré est scandaleuse, la manière dont est géré le problème. Et quand on voit ces flux de migrants sur les routes, on a l'impression de revoir des images de 39-45 pendant la guerre mondiale, ou avec le déplacement de ces populations. C'est inimaginable de penser... Alors que ce sont des nombres ridiculement inférieurs. Oui, et puis nous sommes censés être des pays organisés, nous sommes censés être des pays à haut niveau technologique. Alors laisser des migrants comme ça se déplacer sur les routes, rentrer dans des gares à 12 000, vouloir forcer des frontières, etc., pour une Europe qui est dite unique et organisée, c'est scandaleux de le faire, c'est scandaleux. Et donc, il me semble que, véritablement, il manque un capitaine dans ce bateau Europe. On passe notre temps à dire qu'il faut garder les frontières de l'Europe, on reproche aux Italiens, aux Grecs de ne pas garder les frontières de l'Europe, et quand c'est les Hongrois qui le font, on leur tombe à bras raccourcis dessus. Alors il y a quoi? Il y a 2 poids, 2 mesures contre les Européens de l'Est? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que l'argument de la Hongrie, c'est de dire nous nous protégeons parce que nous sommes censés être la frontière de l'Union européenne. Le rempart. Ça fait partie le rempart. Et donc nous faisons notre travail. En gros, le discours, il est virulent et musclé. Attention, nous sommes le rempart de la civilisation chrétienne face aux hordes du Moyen-Orient, musulmans qui arrivent, etc. Le discours est abject, mais... le problème qu'il pose, c'est que Schengen a implosé. Moi, je considère que la réalité est beaucoup plus complexe que cette division, soi-disant, Est-Ouest au sein de l'Union européenne. Parce que quand vous examinez les positions des différents pays, vous voyez par exemple que la position de la France n'a rien à voir avec celle de l'Allemagne. Vous regardez la position au Royaume-Uni, elle est encore différente. Vous regardez le Danemark a décidé de fermer partiellement ses frontières avec l'Allemagne. En réalité, chaque pays regarde midi à sa porte en quelque sorte. Et donc, on est au-delà de cette dualité. Maintenant, au fur et à mesure que la situation en Syrie, que la solution en Syrie semble s'éloigner, au fur et à mesure que Daesh accroît ses sévices, l'idée, l'espoir de rentrer en Syrie et en Irak s'éloigne. Et donc, les gens se disent, mais on n'a pas d'avenir. Un dernier mot. Il faudra s'attaquer aux causes. Il faudra s'attaquer aux causes, qui est quand même la guerre et la situation en Syrie. Parce que l'Europe, elle accueille les migrants, mais elle n'a pas de politique d'étrangère et de sécurité qui traite le problème du voisinage, qui est maintenant un voisinage menaçant à l'intérieur. Merci à tous les 3. On peut frapper spécifiquement, on peut éradiquer la menace terroriste en allant frapper là-bas? Non, on ne pourra jamais éradiquer par des frappes aériennes une menace au sol de Daesh. On va l'attritionner, c'est-à-dire on va détruire peut-être ses centres de commandement, on va peut-être détruire ses centres logistiques. Le pétrole, le fuel, il faut bien l'amener sur les combattants, les munitions. Donc on peut freiner l'avancée, on peut l'appauvrir, mais on ne pourra jamais l'éradiquer. Moi j'avais été, au moment de la conquête de Palmyre, des combats également en Irak à la même époque, assez surpris par la résilience de Daesh. 1 an après les frappes, on avait un État islamique qui continuait à être en mesure de monter des opérations, et de monter des opérations avec succès, et qui n'était pas en train de se réduire comme peau de chagrin sous les frappes aériennes. Est-ce que c'est une armée coriace, solide, organisée, ou au fond une troupe qu'une véritable armée pourrait réduire pour peu qu'on en ait la volonté et les moyens? Eh bien, elle a quand même un armement. Elle a réussi à attraper de l'armement après la fuite des réguliers et tout, donc elle est équipée. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un char que vous êtes bon, il faut savoir l'utiliser et tout. Il faut en face reconnaître que l'opposition n'a pas été à la hauteur et que Daesh, donc du coup, a pu progresser.
Il y a en revanche une vraie question politique qui n'est pas résolue, qui était la question politique qui nous avait amené à prendre une attitude réservée il y a un an en disant nous on ne va pas en Syrie parce qu'on ne veut pas même apparaître comme étant de près ou de loin connecté à Bachar el-Assad, même contre Daesh. Et là, aujourd'hui, il y a un changement de pied, français et britannique, consistant à dire on établit une priorité qui est que si notre sécurité est menacée, nous n'hésiterons pas à frapper Daesh en Syrie. Les Russes qui soutiennent Bachar el-Assad sont plus simples que nous, quoi. Les Russes qui s'apprêteraient à intervenir en Syrie, est-ce que ça change quelque chose? Les Russes sont très liés, et, politiquement parlant, et sont en train d'essayer de créer une coalition. Agnès Levallois, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais quand même, est-ce que Poutine n'a pas raison? Vous connaissez le mot de Roosevelt à propos d'un dictateur sud-américain? C'est un fils de pute, mais c'est le nôtre. Après tout, si Bachar éradique Daesh... Mais Bachar n'a pas les moyens d'éradiquer Daesh, c'est ça la question. Mais même lui, même aidé, ne pourra pas lutter contre Daesh. Daesh s'installe dans des zones où il n'y a plus d'État, et Bachar el-Assad a délibérément laissé vide ces territoires parce qu'il n'y a plus les moyens de les contrôler. Et que pour reconquérir l'ensemble du territoire, il faudrait que les Russes, si vraiment ils le voulaient, mettent un nombre de forces considérable sur le terrain. Et les Russes n'ont pas du tout envie de cela aujourd'hui. Les Russes, leur objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place une coalition, d'essayer de réunir une opposition pour présenter un plan politique. Parce que tout le monde est convaincu quand même d'une chose, il n'y aura pas de solution militaire, que ce soit pour régler la question de Bachar el-Assad ou la question de Daesh. Il faut revenir à une solution politique. On a le sentiment qu'il y a un pacte, comme on dit aux échecs, c'est-à-dire que personne ne gagne et le conflit dure. Aujourd'hui, alors personne ne veut intervenir au sol, ça c'est totalement exclu. En tout cas, pour vous aussi, ça serait suicidaire? Vous êtes d'accord là-dessus d'ailleurs? Je pense que premièrement, personne ne veut le faire. Deuxièmement, écoutez, je vais être très cru. Ceux qui disent aujourd'hui il faut aller au sol, quand on verra les premières vidéos de soldats français brûlés vifs ou égorgés dans des cages, j'aimerais bien qu'on en reparle, si vous voulez. Voilà, soyons clairs. De toute façon, les pays arabes n'en veulent pas, les États-Unis n'en veulent pas non plus. Donc je crois que le débat est clos. Le problème, c'est qu'Assad est dangereux pour son peuple. Daesh est dangereux pour le monde entier. L'islamisme radical, aujourd'hui, dont le fer de lance et le miroir, quelque part, est Daesh, fait peur à pratiquement le monde entier et à juste titre. Et par conséquent, l'objectif principal, me semble-t-il, c'est de juguler. On a réussi à peu près à le faire grâce aux frappes aériennes pour l'instant, et au mieux de détruire Daesh. Et par conséquent, la chute d'Assad doit être, me semble-t-il, l'objectif numéro 2. Si le mal principal, c'est Daesh, est-ce qu'il ne faut pas, conjoncturellement, on est d'abord, en termes de mal, je pense qu'on peut les renvoyer dos à dos, et avec le boucher de Damas, qui franchement fait plus de mal à l'ensemble de la région. Je le vois, et encore une fois, je vous retourne la question. S'allier, ça veut dire quoi? On parle déjà avec les Russes, et c'est pas parce qu'on serait alliés demain qu'on serait plus efficace militairement. D'autant plus qu'ils n'ont ni les mêmes objectifs sur le terrain, ni les mêmes méthodes, parce que la méthode... Donc on ne peut pas faire confiance. La méthode russe, c'est quoi? C'est justement la méthode Grozny, la méthode Tchétchénie 1994. Sur le terrain, ça ressemblerait à quoi? Ça veut dire qu'on fait encore plus de dégâts aux populations civiles. On rase tout et Dieu reconnaîtra les civils. On rase la mémoire. C'est ça qu'on veut faire, je ne suis pas sûr. Les Russes, on va les laisser faire le sale boulot que nous ne voulons pas faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de commencer à intervenir au sol pour, alors pas sur l'ensemble évidemment de la Syrie, l'essentiel est perdu définitivement dans le réduit alawite littoral montagneux, qui finalement est le seul qui les intéresse. Si Assad tombe, ils joueront sur le chef d'un autre clan alawite au pouvoir, et surtout ce qui les intéresse... Le but étant de garder l'accès à la mer. L'accès à la mer, évidemment, c'est le littoral et le port de Tartous. Poutine, il se place, disons qu'il aide un allié qui lui est utile, il va effectivement contribuer à renforcer un régime de facto, et il va surtout tenter d'affaiblir nos adversaires. Poutine n'a pas plus la réponse que nous, mais Poutine contient des éléments de réponse. Et sur ce plan-là, on ne peut pas complètement l'éliminer. Barack Obama lui donnait une leçon de démocratie. Alors après, Poutine a donné une leçon à Hollande et Obama en disant « c'est pas à eux de choisir les dirigeants syriens ». À part cette gloriole, et puis le fait que Obama sera parti, que Poutine sera encore là, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, sans aller jusqu'à la comparaison avec la Deuxième mondiale, une réelle politique à tenir et se dire, ce que j'ai envie de dire, on a le même ennemi que M. Poutine actuellement? Non, nous n'avons pas le même ennemi que M. Poutine. Pourquoi? Il y a eu des attentats islamistes, on en a eu. Mais écoutez, il a dit aussi aux Nations Unies hier que Bachar el-Assad était un bon président et qu'il fallait absolument le maintenir, alors qu'il y a eu quand même 250 000 morts, la plupart tués par l'armée de Bachar el-Assad. Donc vous ne me ferez pas changer d'avis sur ce point. L'ennemi
de Vladimir Poutine, ce n'est pas en priorité Daesh et les islamistes. Les islamistes, c'est très mauvais pour M. Poutine parce que... Mais les démocrates, c'est pire pour lui. Il n'a aucun risque de ce côté-là. L'important, c'est qu'est-ce qu'il risque? Il risque une déstabilisation dans le Nord-Caucase, il risque une déstabilisation en Asie centrale. Il y a des forces qui travaillent dans ce sens. La Turquie joue son rôle et d'autres aussi. Donc, il est aussi sur la défensive. Il ne faut pas oublier que M. Poutine, c'est un monsieur sur la défensive également. Ce n'est pas juste l'affreux Poutine qui veut manger le reste du monde. Il n'a pas les moyens, le mec. Il n'a pas les moyens. Agnès Levallois, est-ce qu'à un moment donné, sans qu'on y prenne garde, il peut se passer quelque chose en Syrie, un accrochage entre des pro-russes et des pro-américains qui nous entraînerait là où nous ne voulons pas aller? Ce qui est frappant quand même depuis que les Russes interviennent directement par leur aviation, c'est qu'il y a beaucoup de discussions entre les Russes et les Américains pour éviter justement les accrochages. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne veut d'un accrochage, que ce soit les Russes, que ce soit les Américains. Ils se parlent, les chefs d'état-major se parlent en permanence, les ministres se parlent pour éviter. Et là, il semblerait que ce soit réparti le ciel au-dessus de la Syrie. Donc les militaires se parlent, les diplomates se parlent. Parce que personne n'a envie qu'il y ait une guerre qui prenne des à la une des journaux, la Troisième Guerre mondiale. Non, ça pour moi, ça n'a pas de sens. Je crois que c'est absurde. Et au contraire, même, d'une certaine façon, le fait que, par l'intervention de la Russie, on va peut-être trouver une solution en Syrie. La Syrie, c'est quand même les morts qu'il y a, les réfugiés qu'il y a, c'est quand même un drame assez épouvantable. Maintenant, au contraire, on voit les États-Unis et la Russie sont d'accord pour faire une action contre Daesh et tout ce mouvement qui est là. Et pour Bachar el-Assad pas pour Bachar el-Assad, pour que le gouvernement de Damas soit stable. Bachar el-Assad, il est mort. Tout le monde sait qu'il est mort. Pour les Iraniens, après, ils vous disent Bachar est mort. Nadia, racontez-nous un petit peu la propagande. Au début de l'intervention russe en Syrie, l'opinion publique était clairement opposée à l'envoi de troupes, notamment après le dossier ukrainien. Donc Poutine a entrepris de grandes manœuvres médiatiques. Depuis 15 jours, tous les JT commencent systématiquement sur des images de guerre en Syrie, des bombardements assortis à chaque fois de chiffres de QG détruits, de djihadistes capturés. On voit aussi des reportages qui montrent des Syriens qui expliquent à quel point ils sont reconnaissants envers la Russie et les Russes. Et puis la chaîne publique Russia 24 a même diffusé un bulletin météo, vous l'avez peut-être vu, dans lequel la présentatrice décrivait des conditions climatiques idéales pour mener des frappes aériennes en Syrie parce que le ciel était bien dégagé. Bernard Ourcade, est-ce que ça marche ce bourrage de crâne auprès des opinions publiques? Dans toute guerre, il y a forcément une partie psychologique qui est importante. Il faut mobiliser les foules, il faut qu'il y ait un consensus national dont toutes les ficelles sont utilisées. On peut avoir le sentiment qu'il y a une contradiction. Vladimir Poutine est en guerre contre les islamistes, les djihadistes. Or, il s'allie avec la République islamique d'Iran. En fait, c'est tout simplement... Est-ce une... Non, en fait, c'est, disons, une cohérence stratégique de la part de la Russie, parce que les 20 millions de musulmans qui sont en Russie sont sunnites. Donc il n'y a aucun danger à faire des dialogues interreligieux avec l'islam chiite, qui a un clergé en plus, une représentation. Et comme je l'ai dit, en Afghanistan, déjà dans les années 90, ils étaient alliés contre les talibans, à l'époque où l'Occident était ambigu sur la question des talibans. Donc là, on retrouve cette alliance. Et par contre, pour la Russie, la gêne qui peut se produire, c'est de finalement, par rapport à Israël, parce que la Russie a d'excellentes relations avec Israël également en même temps. Et Israël apprécie peu les relations entre le Hezbollah libanais au sol et les bombardements aériens de la Russie. Donc il y a des contradictions dans la politique russe, mais elles ne sont pas de nature religieuse. C'est à la fois une force et une faiblesse, parce que la Russie est le seul acteur qui peut parler à l'ensemble des puissances régionales. Donc peut parler en même temps à la Turquie, à l'Arabie Saoudite, à Israël, à toutes les puissances qui comptent pour régler, et l'Iran pour régler la crise syrienne. D'où la médiation diplomatique de la Russie. Mais tout le monde partage l'objectif que la plus grande menace désormais au Moyen-Orient, ce n'est plus l'Iran, mais Daesh et l'État islamique et le djihadisme sunnite. Le moment de la verticalité, les deux cravates, du décalage et de l'humour. Jean-Mathieu Pernin, Xavier Mauduit, depuis le début de la saison, tous les deux, tous les soirs, on est ravis de vous retrouver. Et on démarre avec vous, Xavier, à propos de la guerre de Troie, qui n'a pas eu lieu, mais qui a eu lieu. Qui a eu lieu, mais en 1921. On regarde ça. Je crois que comme tout le monde, vous avez eu la mâchoire littéralement décrochée en regardant les images hier des employés d'Air France qui forçaient des grilles et qui déshabillaient littéralement un type des DRH alors qu'on venait de leur annoncer 2900 licenciements lors du comité central d'entreprise. Et ça vous a rappelé tout de suite la guerre de Troie. Eh oui, la guerre de Troie, bien sûr. Quelle guerre de Troie? La guerre de Troie, mais sans Hector, sans Achille, sans Patrocle. Troie dans l'Aube, en octobre 1921. Voilà, la bonne tière troyenne est en colère. Et oui, vraiment, les ouvrières du textile se mettent en grève parce que le coût de la vie augmente, mais pas les salaires. Les meetings s'enchaînent à la Bourse du Travail, quand soudain, dans un recoin, on aperçoit un gros bonnet. C'est Henri Recoin, c'est le patron d'une industrie textile. Alors bon, on sait tous qu'un patron est absolument
absolument nécessaire pour fabriquer des vêtements, sauf que là, Xavier, la foule se jette sur lui, l'attrape. Certaines proposent qu'on le pende direct. Et là intervient une ouvrière. Les femmes. Syndiquée CGTU, alors un syndicat bien à gauche. Elle s'appelle Suzanne Gallois et tout de suite elle fait une proposition qui est intéressante, un autre mode d'action. On va séquestrer le patron et pour l'humilier, on va l'obliger à peler des pommes de terre. C'est pas mal, c'est intéressant surtout par son symbole, parce que d'un seul coup, le patron affameur est celui qui prépare le plat du pauvre. Donc c'est la violence par la patate face à la violence patronale. Justement, après sa corvée de patates, le patron est conduit par le comité de grève jusqu'à l'hôtel de ville où il est confié aux autorités municipales. Ce cas de séquestration de patron en 1921 est un des premiers parce que ce mode d'action n'apparaît qu'au début du XXe siècle. Après, ça se banalise. Il y a les grèves de 1936, celles de 68 et puis aujourd'hui, bien sûr. Alors, une remarque pour finir quand même, en 1921, ces ouvrières n'ont pas mis leur patron tout nu. Et moi j'ai envie de dire que c'est dommage parce que ça aurait été l'occasion d'aller danser quoi. Alors Jean-Mathieu, oui. Elton John a appris que Vlad l'Empaleur en voulait aux homosexuels. Exactement. Et Elton John s'est biffé. C'est incroyable, puisqu'en ce moment, vous savez, Vladimir Poutine est particulièrement sollicité. C'est vrai, crise en Syrie, crise en Ukraine, crise économique. Il était donc très important pour lui de rencontrer Elton John. Alors, on ne connaît pas encore la date de la rencontre, mais ça paraît improbable quand même de se dire que l'une des plus grandes icônes gays va rencontrer le président qui soutient des lois contre la propagande homosexuelle dans son pays. C'est improbable. Et pourtant, hier, sur son compte Instagram, Elton John a publié 7 photos de Vladimir Poutine, très Pierre et Gilles à peu près, où il dit dans un petit commentaire à côté « Merci au président Poutine de m'avoir parlé au téléphone. Hâte de vous voir pour évoquer le droit des homosexuels en tête-à-tête avec vous. » En tête-à-tête. Et oui, c'est étonnant quand même. Mais c'est vrai qu'il y a 3 jours avant, sur la BBC, Elton John avait dit « J'aimerais bien rencontrer Vladimir Poutine pour lui faire changer d'avis sur les gays. Bon, mais j'ai pas trop d'espoir pour ça. » Il rentre chez lui et là, coup de téléphone, « Allô, c'est Vlad. » Incroyable quand même. Et surtout dans cette histoire, pourquoi Vladimir Poutine a le numéro d'Elton John dans ce répertoire? C'est quand même ça qui paraît assez incroyable. Alors en fait, tout ça sera un coup de pression de la part d'Elton John parce qu'il est de plus en plus impliqué dans la défense des droits des homosexuels et il aimerait bien voir la situation évoluer en Russie. Alors si le Kremlin a dit, oui bon, il n'y a pas eu d'appel, mais par contre une rencontre serait peut-être possible. Et c'est là où on imagine tout de suite Vladimir Poutine, main dans la main, quand même, avec Elton John au fin fond des forêts sibériennes en train de chanter Nikita. J'avoue que là, le cliché serait vraiment historique. Claude, c'est le moment de chanter. Je ne connais pas cette chanson. L'histoire du numéro de téléphone, c'est peut-être que Poutine était dans un club où un type avait laissé le numéro de téléphone privé d'Elton John sur le mur. Vous me semblez très bien renseigné. Ah oui, voilà, c'était en haut à gauche. Voilà, 28 minutes est terminée. Merci à tous les deux. Merci mes amis. Non? Un petit sourire? Merci. Oui. Tirez la langue, mademoiselle, c'est à suivre. C'est un triangle amoureux avec Louise Bourgoin, Laurent Stocker et Cédric Kahn. Et à 22h30, toujours sur Arte, ce soir, l'Europe des écrivains consacrée à la France avec notamment la reine Christine Angot. À demain, bis morgen, tchuss.